Tenerife, la plus grande île de l'archipel des Canaries, est aussi la plus haute, avec des sommets culminant à 3900 mètres d'altitude. Située au large de l'Afrique, à 1000 km des côtes du Maroc, elle accueille près de 6 millions de visiteurs par an. L'économie de cette île espagnole est sans surprise tournée vers le tourisme. Mais ces dernières années, depuis l'ouverture notamment d'un aéroport dans le sud de l'île, le secteur touristique observe un changement dans les raisons de son attrait auprès des visiteurs. Tenerife est une petite île, mais entre le nord et le sud, la météo est totalement différente. Les touristes ont changé de destination. Avant, ils allaient au nord de Tenerife, mais aujourd'hui, ils vont plutôt au sud. Christoph Kissling, le directeur du Siam Park, est le fils d'un homme d'affaires allemand qui s'est installé à Tenerife après avoir dirigé une compagnie aérienne qui desservait les îles Canaries. Il travaille depuis des années dans le groupe de son père, actif dans le tourisme, et connaît donc bien le marché. Au XIXe siècle, les gens venaient ici pour des raisons de santé. Ils passaient l'hiver à Tenerife pour profiter des températures douces et de l'air frais. Mais depuis le début du XXIe siècle, les touristes viennent plutôt pour profiter du soleil et de la plage. La demande et le profil des clients ont changé. Au sud de l'île, il y a plus de 150 000 places dans les hôtels. Et toutes les compagnies hôtelières ont réclamé un parc au sud de l'île. Un appel d'offres a été lancé par les autorités locales et c'est la famille Kissling qui l'a remporté car elle disposait d'un avantage. Elle avait déjà lancé en 1972 un parc zoologique dans le nord de l'île, le Loro Parque, un paradis pour les perroquets. Elle connaissait donc bien la région et ses touristes. En revanche, un travail d'investigation s'imposait pour découvrir le monde du parc aquatique. La première étape pour Christoph Kissling a été en 2002 de se rendre au IAAPA, le célèbre salon du parc d'attractions à Orlando, aux États-Unis. J'ai demandé à tous les fournisseurs quel était le meilleur parc à leurs yeux. Mon père, qui est le dirigeant de l'entreprise, m'a permis de voyager pour visiter les meilleurs parcs aquatiques du monde. En tout, j'ai visité 75 parcs aquatiques avant de commencer la conception de celui-ci. Le résultat de cette investigation, une volonté d'innover et de se démarquer des autres parcs qui proposaient tous le même genre d'attractions assez standardisées. On a commencé par chercher une bonne combinaison entre les toboggans pour enfants, les attractions familiales et les toboggans à sensations fortes. Le but c'était de créer le toboggan le plus rapide, de procurer les meilleures sensations et les émotions les plus fortes possibles. L'idée, c'était de s'éloigner des infrastructures en plastique et des tours verticales avec les toboggans apparents et l'eau qui coule sur les visiteurs pendant qu'ils font la queue. On s'est dit qu'on voulait raconter une histoire. Alors on s'est inspiré de l'univers d'Indiana Jones. Il a toujours de la chance. Quand il tombe dans un ravin ou qu'il dévale une montagne, il atterrit toujours dans un cours d'eau cristalline, au milieu d'un paysage paradisiaque. On a eu envie de reproduire le même effet avec nos toboggans. On a voulu que les visiteurs aient l'impression de marcher sur une colline, avant de se laisser glisser le long d'un parcours aquatique magnifique et d'atterrir dans une eau transparente au milieu d'un décor tropical. Pour pouvoir offrir cette expérience unique à ses clients, Christoph Kissling devait avant tout trouver un terrain qui lui permette de réaliser son rêve. La zone dans laquelle devait être créé ce parc était laissée à leur appréciation. La seule condition était de se situer dans le sud de Tenerife. Et c'est à Playas de las Américas, une station du sud-ouest fréquentée par de nombreux touristes, qu'ils ont déniché ce vaste espace désertique. Si on regarde le sommet de la montagne, au-delà des limites du Siam Park, on aperçoit de la terre aride. C'est un vrai désert. Ici, il n'y avait rien. C'était une étendue de sable et de Tabaiba dulce, une plante de la région qui pousse sans eau ni terre. C'était une terre vierge, une étendue désertique. Il n'y avait absolument rien ici, même pas la moindre plante. On a fait de gros travaux de terrassement parce que le terrain ressemblait à un canyon. On a dû faire une élévation du sol pour créer des plateformes à différents niveaux. Derrière moi, il doit y avoir 25 mètres de dénivelé.
Ça a été un travail colossal. Il a fallu retirer la terre à certains endroits pour la déplacer ailleurs. Dans un premier temps, le travail consistait à préparer et transformer ce terrain pour donner à cet environnement une impression de nature sauvage. On a défini des zones qui devront toujours rester arborées, comme l'anneau qui fait le tour du parc. On a planté pour faire en sorte que le tour du parc soit plein de verdure. On a fait venir par camion des plantes qui poussent au nord de l'île. Ensuite, on a installé un grand dépôt d'eau pour les irriguer. On a pu acheter énormément de plantes à un prix très intéressant. On a embauché des ouvriers, pas des jardiniers. Il nous fallait des ouvriers qui avaient de la force. Le but, c'était que le parc ressemble à une jungle. On a planté sans respecter aucune symétrie. Il n'y a aucune organisation. On avait envie que les plantes soient dispersées de manière aléatoire. C'est comme ça qu'on a créé cet environnement. Et pour lui donner un air exotique à moindre frais, vu que la maîtrise des coûts était un point clé pour ce chantier audacieux, des solutions créatives ont été imaginées dès le départ. On a fait passer des annonces dans les journaux pour demander aux gens de nous donner leurs palmiers. Dès qu'il y avait une tempête, on passait une annonce dans le journal le lendemain. Vous savez, les gens ont peur quand ils voient que l'arbre planté à côté de leur maison bouge avec le vent. Et nous, on était là pour les récupérer, s'ils voulaient s'en débarrasser. Tous les palmiers que vous voyez ici, on ne les a pas achetés. Ce sont des dons de nos voisins. En parallèle à la préparation du terrain, Christophe Kissling devait trouver une compagnie capable de concrétiser le parc qu'il a imaginé, dont le cœur sont les attractions à sensations. Suite à son passage au Salon d'Orlando, il avait pris contact avec plusieurs fabricants, dont la compagnie canadienne ProSlide, très intéressée par le projet de ce groupe ambitieux. J'ai tout de suite compris qu'ils voulaient construire le meilleur parc aquatique du monde. Très vite, j'ai organisé mon voyage à Tenerife depuis le Canada. À l'époque, je savais que c'était la réunion la plus importante de l'histoire de ProSlide. Rick Hunter est le directeur général de ProSlide qu'il a créé en 1996. Cet ancien skieur professionnel passionné de descente et de sensations fortes avait une idée bien précise sur la manière de concevoir des parcs d'attractions. Il allait maintenant devoir convaincre Christophe Kissling. Il voulait voir ce que j'imaginais sur le site de construction. C'était entièrement vide, mais c'était magnifique, avec un terrain immense. Christophe et moi, on a passé plusieurs heures à parcourir le site d'un bout à l'autre. On a bien étudié la structure topographique du terrain et on a réfléchi au type de toboggan qu'on pouvait installer dans chaque zone du site. Je savais où placer chaque attraction. Rick et moi, on est allés au sommet de la colline. On a pris des pierres et on a dit, là-bas, on peut faire ça. Ici, on fera ça. Et là, ce sera ça. En se baladant, on a très vite repéré les zones qui nous intéressaient. On avait une carte très précise et on visualisait le terrain en étant sur place. Rapidement, les deux hommes se sont découverts une énergie commune et une même philosophie sur la conception d'un parc idéal. Ils ne devraient laisser voir aucune structure et devraient s'intégrer au mieux dans l'environnement, notamment en utilisant des couleurs neutres, proches de la palette de la nature. Il savait exactement ce qu'il voulait en termes de couleurs. Il ne voulait pas de rouge ou de peinture brillante. L'idée, c'était que les attractions se fondent dans l'environnement. Dans un parc aquatique, je pense qu'il ne faut pas voir les toboggans. Il faut privilégier les sensations et les émotions. On ne veut pas montrer l'infrastructure. Chaque toboggan a été construit sur mesure. On a même creusé dans la montagne pour poser la fibre de verre à même le sol. Comme ça, les visiteurs sont entourés par la végétation et ils glissent à la surface du sol. D'autres compagnies s'étaient montrées intéressées par le parc
mais proposait des installations plus traditionnelles, colorées, avec des structures visibles. Loin de la vision rêvée des Quisling. Ils ont donc décidé d'avancer avec ProSlide, leader sur le marché. Mais leur volonté d'innover allait demander à la société canadienne d'aller encore plus loin dans sa manière de concevoir des attractions. Avant la construction de Siam Park, les toboggans aquatiques avaient toujours un départ, une partie attraction et une arrivée. J'ai expliqué à Rick que je voulais faire une zone de départ plus longue pour qu'elle raconte une histoire. Quand on a fait les dessins, on a dû faire attention d'avoir suffisamment d'espace vert entre les toboggans pour qu'ils ne passent pas l'un au-dessus de l'autre et qu'ils soient invisibles depuis les autres attractions. On a déterminé les emplacements des toboggans et on s'est penché sur l'ingénierie. Cette étape d'élaboration d'un plan global du parc a pris de nombreux mois, car il fallait s'assurer d'avoir le bon mix d'attractions, qu'elles soient suffisamment fortes et complémentaires, et qu'elles soient toutes placées à l'endroit optimal. On a refait les plans plusieurs fois pour chaque attraction. On voulait s'assurer de construire les meilleures attractions possibles, mais aussi qu'elles puissent fonctionner sans coûter trop cher pour respecter le budget. Quand la construction du parc a commencé, les plans d'ensemble n'étaient pas encore terminés. On a construit petit à petit. Même si le plan final n'était pas totalement abouti, ProSlide va commencer à produire au Canada les éléments de toboggan qui allaient être envoyés à Tenerife. En parallèle, a commencé la construction des structures qui allaient devoir les soutenir.